Bonjour et bienvenue dans Mon chien a du nez, le podcast qui parle olfaction canine et nosework. Je m'appelle Laura Luna, je suis éducatrice canine et instructeur de nosework, spécialisée en comportement, en travail de flair et auteur du livre Mon chien a du nez. Mon approche se base sur la science du comportement, l'éthologie ainsi que la cognition canine. 1 à 2 fois par mois, je te donne rendez-vous pour aborder des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à m'envoyer tes questions par email à l'adresse contact@chienzen.ch. Ne panique pas, si tu n'as pas eu le temps de noter, je te mets l'adresse email en barre d'infos ci-dessous. Tu peux également me retrouver sur Facebook sous Chienzen et sur le groupe de discussion Mon chien a du nez. Sur Instagram, tu me trouveras en cherchant chienzen.ch. Quant à YouTube, ma chaîne, c'est Chienzen, tout comme mon Facebook. Dans ce podcast, je répondrai à des questions sur l'olfaction du chien, les différentes disciplines autour du flair et plus particulièrement, évidemment mon cœur de métier, la détection sportive appelée nosework ou encore scentwork. Il y aura parfois des interviews, mais nous aborderons majoritairement des thèmes récurrents en nosework. Bonjour Elodie, pourrais-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots pour les auditeurs? Bonjour Laure, alors je m'appelle Élodie Martins, j'ai mon centre Yapados dans le 28. J'ai commencé en tant qu'auxiliaire spécialisée vétérinaire, donc j'ai travaillé en clinique en tant qu'assistante et pendant pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis formée en tant qu'ASV, il y a eu des cours d'éthologie, de zoologie. Et ça, pour moi, ça a été une véritable révélation. Ce qui a fait que quand j'ai travaillé en clinique vétérinaire, j'ai voulu continuer à me former en comportement et je me suis donc formée pour devenir comportementaliste. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise en parallèle de mon métier d'ASV pour donner des consultations de comportement. Et du coup, donc là on est dans le comportement, et moi je crois savoir que tu organises quand même pas mal de choses autour du flair. Donc finalement, comment est-ce que tu es passé du comportement au flair? C'est une bonne question. Et ce qui se passe, c'est qu'en tant que comportementaliste, j'ai vraiment envie que les gens créent une super relation avec leur chien et apportent vraiment des activités qui sont très enrichissantes pour le chien, pour le binôme, pour la complicité. Et depuis toujours, en tant que comportementaliste, j'ai toujours recommandé des jeux de flair, de faire des activités de flair. Alors ça fait pas mal d'années, hein. Maintenant ça fait 22 ans que je travaille avec les chiens, donc à l'époque on ne parlait pas autant de toutes ces activités qui se sont développées autour du nez. Mais donc, moi, il fallait bien que je trouve des petites astuces, des petites choses pour que les propriétaires de chiens, les humains, ils proposent des trucs de flair avec leurs chiens. Donc, pour moi, c'était vraiment tout de suite. C'est-à-dire que le flair, pour moi, c'était très important, comme faire de la balade avec son chien. C'était des activités de base. Et c'est comme ça que moi-même, avec mes chiens, j'ai commencé à faire du main-trailing. Et donc à découvrir cette activité, donc de la recherche de personnes. Donc on entraîne à titre de loisir, hein, on entraîne son chien à retrouver une personne. Et ça, c'était dans le temps, c'était à peu près il y a combien d'années? 2013, 14, 2015, quelque chose comme ça. Quand même. Ça commence à faire, oui. Et comme ça m'a beaucoup plu, j'ai eu l'occasion de me former, de faire des stages en main-trailing. Donc c'est quelque chose que je propose. Et en parallèle, je me suis intéressée aux autres activités de flair, comme la détection. Et c'est comme ça que j'en suis venue à associer mes compétences de comportementaliste, ce que je recherchais en tant que comportementaliste, ce que peut apporter le travail du flair sur le chien, et la détection. Donc c'est comme ça que j'en suis venue, avec ma collègue Laure Lemaire, à créer ce qu'on appelle donc la Cani Investigation, donc qui est un jeu autour de la recherche d'odeur. Et c'est vraiment une activité que j'utilise beaucoup pour aider les chiens sensibles, les chiens craintifs, euh, parce que là c'est vraiment mon côté comportementaliste qui fait que voilà, comme je disais depuis le début, j'ai utilisé le flair pour ça, et je cherche vraiment des activités qui aident ces chiens qui ont des difficultés.
Et bah donc du coup, ça j'ai bien compris que que à la base c'était plutôt des chiens qui avaient des difficultés, mais au final qui peut participer, que ce soit en termes d'humains comme de chiens, finalement à qui s'adressent ces activités? Alors, l'activité en elle-même de Canny Investigation et de Mentrailing, elle est proposée aux particuliers, c'est-à-dire aux propriétaires de chiens non professionnels du milieu canin, à tout type de chien. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge, on adapte. C'est-à-dire que j'ai vraiment comme philosophie d'adapter l'activité au chien et pas le contraire. Donc si on a un jeune chien, on va adapter l'activité. Si on a un chien âgé ou avec des problèmes de mobilité, on va toujours adapter. C'est là aussi où la Canny Investigation est intéressante sur un chien qui a des problèmes de mobilité ou un chien vieillissant. Qui peut-être ne peut pas faire du coup du mentrailing parce que physiquement c'est pas possible, on va pouvoir lui proposer de la Canny Investigation. Maintenant, la Canny Investigation est également proposée en formation pour les professionnels. Et là, pour le coup, c'est ouvert aux professionnels. Où là, par contre, on les forme à animer de la Canny Investigation avec leurs clients. D'accord, donc non seulement tu proposes ces activités finalement pour monsieur et madame tout le monde voilà, qui aurait juste envie d'une activité avec son chien. Ça, c'est première partie de tes clients. Ensuite, il y a les gens avec peut-être des chiens un petit peu plus difficiles ou des chiens qui ont peut-être des troubles du comportement. Et puis, il y a un troisième pendant, si je comprends bien, qui est la formation de professionnels. Tout à fait. Et au niveau de la formation professionnelle, elle dure combien de temps et quel est le profil? Enfin, c'est vraiment que éducateur canin ou aussi comportementaliste? Alors, sur la formation professionnelle, donc c'est une formation qui est sur 3 jours. On va faire de la théorie et de la pratique. Et c'est adressé à toutes les personnes qui souhaitent travailler et qui sont en contact avec les chiens. Donc ça peut être des bénévoles de refuge qui veulent amener ça aux chiens de refuge. Ça peut être les éducateurs, les comportementalistes installés qui souhaitent proposer cette activité à leur clientèle. Ok, super. Et du coup, on parlait des histoires, enfin, que tu y étais arrivé finalement avec des chiens avec plutôt des problèmes de comportement, puisque c'était en fin de compte pour ça que les gens t'appelaient. Est-ce que tu aurais peut-être des récits ou des anecdotes à nous partager sur des chiens qui t'ont marqué ou des évolutions qui t'ont marqué? Alors j'ai plusieurs chiens comme ça, effectivement, où ces activités-là ont fait beaucoup de bien. Je pense à une petite louloute aussi, ou en main trailing par exemple. C'était une chienne qui avait pas du tout confiance en elle, qui prenait pas du tout d'initiative, qui était toujours en train de regarder son humaine. Et voilà, et du coup, l'amorce en main trailing pouvait paraître plus compliquée, mais moi, au contraire, j'adore travailler comme ça. Et c'est vrai que grâce au main trailing, maintenant, c'est une chienne qui prend des initiatives, qui travaille super bien. Je pense à ma chienne aussi, tout simplement. Oui, on dit toujours le cordonnier est le plus mal chaussé, mais au final, là, ça t'a servi. Oui, elle a, enfin, en plus, non, mais c'est vrai que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés et des fois, on consacre tout notre temps aux chiens de nos clients et pas aux nôtres. Mais là, pour le coup, donc j'ai une petite louloute, Léa. Donc c'est une petite chienne des rues qui vient de Guyane que j'ai adoptée qui était réactive humain. Donc très peur des humains, mise à distance, grognement, tout ça. Et donc j'ai vraiment voulu l'aider par rapport aux humains. Et donc je l'ai mise, enfin elle est venue avec moi en main training. Et ça a vraiment été une révélation parce que dès la première piste, elle a adoré pister. Et du coup, elle se retrouvait quand même à pister pour retrouver ceux qui lui faisaient peur. Donc, c'était quand même une grosse victoire. Et clairement, le main trailing sur Leia, ça l'a énormément aidé. Parce que ça a associé l'humain à quelque chose de positif, ce qui n'était pas le cas. C'était une chienne qui a subi des maltraitances physiques, qui a encore des séquelles. Donc du coup, enfin voilà, elle a vraiment profité de cette activité-là. Ça lui a fait vraiment un bien fou pour réassocier l'humain à quelque chose de positif. Et c'est pour ça que en clientèle, en stage de main training, j'ai énormément de chiens craintifs, des chiens craintifs humains, des chiens réactifs. On s'adapte. Je pense aussi
au Sarlos, au chien loup tchèque, où l'amorce en main trailing, des fois, est différente. Donc, les gens sont étonnés parce que je vais pas du tout amorcer le travail de la même manière. Mais j'adore parce que on arrive, voilà. Pour moi, tous les chiens peuvent pister et c'est à nous de nous adapter dans notre approche. Et ça, c'est un super cadeau qu'ils nous font quand on les voit pister. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur cette activité-là, c'est l'humain. Qui va beaucoup sourire et avoir la banane quand ils font ce type d'activité parce que les chiens les épatent et ils sont toujours bluffés. Et je trouve que ça aide au niveau du relationnel. Ah bah clairement, ça c'est sûr. Ça je l'observe aussi et je crois que c'est souvent mes moments préférés quand tout d'un coup l'humain il est là, waouh, enfin ah mon chien il peut faire ça et nous on est là bah oui, enfin et c'est vrai que ouais, c'est souvent des moments émotionnellement assez intenses parce qu'on se dit ah ouais. Enfin voilà, le chien ils ont tous cette capacité là et il faut juste leur en donner la possibilité. J'aime pas trop parler de on dit mais combien de temps parce qu'on dit toujours oui combien de temps il faudrait ou combien de séances il faudrait ou au bout de combien de temps mon chien ira mieux etc. Mais est-ce que tu as par exemple par rapport à ta chienne Léa est-ce que par rapport au bienfait que ça lui a créé est-ce que assez vite tu t'en es rendu compte ou est-ce qu'au contraire il a fallu quand même, je dirais pas un petit peu insister, mais voilà lui donner le temps de s'installer dans l'activité. Alors, Léa, pour le coup, je crois que ça a été une révélation pour elle, le main trailing. Pour la petite anecdote, donc le premier jour où je l'ai emmenée en main trailing pour commencer le travail avec elle, c'était une chienne qui n'était pas spécialement à l'aise avec la voiture, tout ça. Donc j'avais installé la caisse, elle était habituée à la caisse, voilà, j'avais installé les caisses dans la voiture et tout. Et le lendemain, j'ai laissé ma voiture ouverte avec la caisse ouverte et j'ai retrouvé la chienne dans la caisse en mode on y retourne. Donc elle, pour le coup, ça a été extrêmement rapide. C'est pas tous les chiens, il y a des chiens où ça met plus de temps. Mais vraiment, enfin, je pense que quand on adapte l'activité, on arrive toujours à en tirer du positif à chaque session. Et c'est vraiment ça que j'appuie auprès de l'humain. C'est regarde ce que ton chien il vient de faire là. Parce que même si peut-être que ça donne l'impression qu'il galère plus qu'un autre chien, parce que l'émotionnel est là et donc forcément ça rend les choses plus compliquées, on voit ces petites évolutions et en les mettant en avant, justement, ça, dans la relation, ça aide beaucoup l'humain qui voit son chien évoluer, même si c'est petit à petit, mais voilà, chaque pas en avant, c'est un pas en avant. Et c'est ça qui est vraiment chouette. En plus, sur des chiens plus difficiles, souvent, les propriétaires de ces chiens-là peuvent pas participer à toutes les activités. Ouais. Donc ont peut-être un quotidien qui est extrêmement compliqué quand ils sortent leur chien, tout ça, donc tout est plus compliqué. Et puis il y a de la vigilance, et puis on doit faire attention, et puis finalement il y a un stress qui s'installe. Exactement. Et là, le but, c'est qu'ils aient une activité où le chien, c'est un héros, quoi. C'est juste génial ce qu'il est en train de faire. C'est tellement ça, en fait, le chien c'est le héros. C'est ça, ouais, et c'est génial. Et du coup, tu vois, l'humain, il le voit autrement tout d'un coup, son chien. Son chien qui, peut-être, il peut donner l'impression de lui apporter des galères au quotidien parce qu'il est obligé, voilà, comme tu disais, d'être vigilant, d'anticiper si un autre chien arrive ou si un autre humain arrive. Et là, tout d'un coup, ce chien-là, il fait un truc, mais juste génial que nous, on peut pas faire. Et il épate ces humains. Et moi, ça, c'est un super cadeau. Ouais, et du coup, finalement, le regard que son humain a sur lui, enfin donc sur son chien, change complètement. Exactement. Et pour moi, c'est pour ça que je fais ça. Et finalement, c'est presque des petites victoires. C'est des grandes victoires parce qu'elles sont petites, mais c'est des grandes victoires. Magnifique. Je sais que le mantrailing, ça demande quand même une organisation parce que déjà on peut pas le faire tout seul. Et puis ça demande aussi quand même pas mal de compétences. Mais est-ce que tu aurais peut-être une astuce ou des petites idées d'activités simples à mettre en place et on n'aurait pas besoin d'infrastructures ou des compétences énormes à mettre en place au quotidien, chez soi, avec son chien? Oui, tout à fait. Il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire et la Cani Investigation a été développée dans cet esprit-là. Le but, c'est vraiment de pouvoir proposer une activité aux personnes qu'elles puissent reproduire facilement à la maison. Parce que, comme tu disais, en main training, il y avait souvent cette frustration-là de dire je peux pas continuer à la maison, j'ai personne pour me tracer les pistes, je suis pas guidée
guider, tout ça. En canine investigation, les personnes, une fois qu'on leur a bien expliqué le principe, qu'elles ont participé à des stages, elles continuent le travail à la maison. Et donc ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, il y a des choses aussi qui toutes simples autour du flair qui peuvent être faites. Alors, il y a des choses maintenant qui commencent à être connues, comme si par exemple notre chien est aux croquettes, on peut tout à fait répandre les croquettes si on a un jardin dans l'herbe. Si on n'a pas de jardin, sur ce qu'on appelle un tapis de fouille, les petits tapis avec plein de petits bouts de tissu. Donc ça, c'est des choses toutes simples à faire. Pareil, on peut s'amuser à cacher des friandises et à ce que le chien cherche, ou on peut s'amuser à cacher un jouet que le chien apprécie, s'il a un nom, Doudou, où est Doudou, et puis le chien va chercher Doudou. Et c'est des activités qui sont vraiment sympas parce que du coup, le chien fait travailler son flair et du coup, ça apporte une véritable fatigue intéressante, pas d'excitabilité et ce que j'appelle une bonne fatigue pour le chien. Et puis, c'est une activité quand même complice avec son humain. Ok, super. J'ai une question subsidiaire parce que en fait, on dit souvent que, alors paradoxalement, on dit qu'en travail de flair, le chien il doit être indépendant. C'est-à-dire qu'il ne doit pas tout le temps regarder son humain ou même les autres humains, peut-être si c'est en man trailing et qu'il y a d'autres personnes autour, et qu'il doit vraiment être capable de se distancier et finalement de suivre la piste, d'être concentré sur son travail. Ou si on est en détection, et finalement encore une fois, pas toujours se préoccuper des humains. Donc ça, on dit toujours, voilà, il faut que le chien il se détache, qu'il aille de l'avant. Et paradoxalement, on dit oui, faites ces activités-là parce que ça va consolider le lien que vous avez avec votre chien et que la relation va s'en trouver grandie. Du coup, est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus? Au final, est-ce qu'on crée une distance ou est-ce qu'on rapproche le chien? Alors, je vais faire un parallèle avec la balade. Tu peux tout à fait faire une super balade avec ton chien sans avoir des interactions de jouets ou des choses comme ça. Et je suis plutôt pour, en réalité, de laisser le chien flairer en balade. On en revient toujours au flair. Mais c'est pas pour autant qu'on est associé à la balade et que du coup, c'est une activité quand même qu'on fait avec le chien. Par rapport, pour en revenir aux jeux de flair comme la canine investigation, la détection et tout ça, quand j'ai participé à des formations, à des stages en détection, j'ai vu plusieurs techniques. C'est pour ça que la canine investigation, c'est un petit peu un mélange de tout ce que j'ai appris associé à l'approche, on va dire, comportementaliste, et des fois, les approches sont un petit peu différentes et on a des professionnels qui vont un petit peu plus intégrer l'humain dans la motivation du chien, sur le travail et tout ça, dans la récompense. Et donc, c'est pas parce que l'humain n'est pas là en train de driver le chien comme sur certaines activités où on va beaucoup diriger le chien, qu'il n'est pas pour autant important. Il est là, il est un soutien. Moi, je dis toujours, c'est une équipe. C'est marrant parce que je dis pareil. C'est vrai, ouais. Et non, mais c'est vrai, on est une équipe avec notre chien et c'est des activités qui poussent l'humain à apprendre à observer son chien. Alors, on utilise souvent le terme lire son chien. C'est parce qu'on est obligé de le regarder beaucoup, donc on apprend à mieux le connaître et à mieux communiquer. Et tout ça, c'est vraiment des plus pour le relationnel au quotidien, parce que on va avoir des humains plus attentifs à tous les petits signaux du chien, aux positions de corps et tout ça, et ça va jouer dans la complicité au quotidien. Et puis on est associé à cette activité que le chien apprécie. Donc ça, pour moi, ça crée un vrai plus dans le relationnel. J'espère avoir répondu à ta question. Ah ouais, parfait. Et puis, non, topissime. Tu pouvais pas répondre mieux. Merci beaucoup. Du coup, comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut te joindre? Alors, via mon site internet, yapados.fr, YAPASDOS, ou sur la page Facebook Yapados. Ok, super. Et peut-être une adresse mail? Tout à fait, yapados@hotmail.fr. Génial. Donc, je pense que je mettrai les infos en barre d'infos ci-dessous. Un petit dernier mot pour la fin. Je dirais simplement, éclatez-vous avec votre chien. Faites des jeux de flair, parce que vous allez voir, le chien s'amuse, mais l'humain aussi. Et le but, c'est vraiment de trouver l'activité
où tous les deux vous vous amusez. Mais faites-le. Ok, génial. Merci beaucoup. Merci Élodie pour cet entretien. Et puis, j'espère te retrouver très bientôt. À bientôt. Merci à toi, à bientôt.